Emmanuelle Pérez-Tisserand est agrégée, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Elle est aussi membre du laboratoire de recherche Framespa et de l'Institut universitaire de France et par ailleurs co-directrice de la collection Tempus aux presses universitaires du Midi. Emmanuelle Pérez-Tisserand est un des noms que l'on retrouve avec plaisir au festival Histoire à venir tous les mois de mai, à retrouver entre autres sur Radio Radio et aussi à la librairie Ombre Blanche. Et c'est à la librairie Ombre Blanche qu'on retrouve Emmanuelle Pérez-Tisserand le samedi 8 novembre 2025 pour une rencontre autour du livre qu'elle a coécrit avec Tamara Venit-Shelton intitulé 1905, Buffalo Bill et son Wild West Show sur la prairie des filtres, paru aux éditions Midi-Pyrénéennes. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on va commencer, sans attendre le quart d'heure réglementaire dit toulousain. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuelle Pérez-Tisserand, qui est auteure avec une collègue américaine, Tamara Venit-Shelton, un nouveau titre de la collection cette année-là à Toulouse, 1905, Buffalo Bill et son Wild West Show sur la prairie des filtres. Donc un sujet quand même inattendu, surprenant. Oui, Buffalo Bill est venu à Toulouse, ce à quoi on ne s'attendait pas forcément les uns et les autres. Et donc Emmanuelle, je dis un mot quand même pour la présenter. Elle est maîtresse de conférences ici à l'université Toulouse Jean Jaurès. C'est une spécialiste de l'histoire américaine et plus précisément de l'histoire de l'Ouest et de la Californie en particulier. Et sa collègue Tamara, est elle une américaine, elle est également universitaire, elle enseigne aux États-Unis et elle est également spécialiste de l'histoire de l'Ouest américain et notamment de la Californie. Alors ma première question à se pose, c'est pourquoi avoir choisi de travailler sur ce sujet? D'où vient l'idée de rédiger un petit ouvrage sur la présence de Buffalo Bill à Toulouse, qui est arrivé très exactement le 13 octobre 1905. Exactement, donc il y a 120 ans exactement, oui. Donc c'est une sorte de livre anniversaire, c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que on en vient à écrire ce genre de livre? J'ai été, comme tu l'as dit, recrutée ici à Toulouse à l'université il y a quelques années. Je suis pas toulousaine d'origine. Et en arrivant ici, j'ai aussi découvert cette collection cette année-là à Toulouse sur un format, très raisonnable et très lisible. Et je m'étais dit, alors j'ai très vite adopté cette ville. Maintenant, je me sens très très toulousaine. Si les Toulousains me veulent bien m'adopter aussi. Et c'est vrai que l'idée me trottait dans la tête en fait d'arriver à réunir à la fois mon terrain de recherche habituel et puis ma ville d'adoption. À la fois parce que cette collection existait, je savais que je pourrais m'y intégrer, et aussi parce que c'est vrai que mes archives sont très lointaines, elles sont à 10 000 km d'ici, et que je prends plaisir à enseigner ici de l'histoire lointaine pour faire découvrir ces horizons différents, exotiques, une autre histoire aux étudiants et aux collègues. Mais c'est vrai que trouver un point de jonction, ça m'intéressait aussi comme point d'accroche en fait, finalement, pour essayer d'apporter cette histoire-là de manière plus sensible aussi, et le fait que finalement une partie de mon terrain se soit déplacée jusqu'ici à Toulouse m'a fourni cette opportunité. En fait, je savais que Buffalo Bill avait fait des tournées, bien sûr aux États-Unis, mais qu'il était aussi venu en Europe, et j'avais plus en tête qu'il était venu à Toulouse. En fait, il a fait une tournée dans 120 villes françaises, donc il est venu à Toulouse, et je raconte précisément ce qui s'est passé, le plus précisément possible, disons, pour une historienne, ce qui s'est passé à Toulouse et quelles en ont été les conséquences, mais il est venu aussi dans plein d'autres endroits en France, et donc
J'en parlais un peu hier. En fait, il y a plein. Si vous vous interrogez autour de vous, il peut y avoir des souvenirs de ce passage. Donc, en 1905, il est aussi venu en France en 1889, mais juste à Paris. Et donc là, cette tournée, c'est 120 villes en France. Donc c'est vrai qu'il est passé à Montauban juste avant Toulouse, par exemple. Je mentionne Montauban non seulement parce que c'est avant Toulouse, mais aussi parce que y a une histoire particulière avec l'Ouest américain aussi à Montauban. Une petite perche. Et peut-être pour finir aussi sur la raison ce qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est que au-delà de Toulouse, la présence en fait de l'imaginaire de l'Ouest en France est quelque chose d'important et qui m'intéresse. C'est-à-dire pourquoi est-ce que il y a la fascination pour les westerns et il y a Lucky Luke évidemment, mais aussi toute une tradition, ce qu'on appelle l'indianisme en fait, de goût pour tout ce qui est amérindien en France et qui est quelque chose qui m'intéresse également. Et donc c'était aussi l'occasion de lire un petit peu plus sur le sujet et d'écrire un peu plus sur le sujet. Alors, tu évoquais tout à l'heure des sources qui sont lointaines, à 10 000 km. Donc là, elles se sont beaucoup rapprochées de toi, si je puis dire, ou tu t'es rapproché d'elles. Justement, quelles sont les sources que tu as pu utiliser pour rédiger l'ouvrage ? Donc oui, là pour le coup, on a essayé de trouver des sources locales. Je dois dire que je suis spécialiste donc de l'histoire du 19e siècle, plutôt première moitié, et donc la période mexicaine de la Californie. Donc c'est pas mon sujet sur lequel j'ai mes archives, particulièrement même aux États-Unis. Et donc je me suis aussi beaucoup appuyée. Enfin là, je dis beaucoup mais pour la partie que j'ai écrite, mais encore une fois, c'est nous en fait. On a écrit à deux vraiment avec Tamara, et on s'est beaucoup appuyé sur des choses qui ont déjà été écrites. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, vous l'imaginez bien, sur le Wild West Show, et donc on s'est quand même beaucoup aussi appuyé sur les auteurs. Donc c'est pas un ouvrage universitaire, donc on n'a pas des milliers de notes de bas de page ni de fin d'ouvrage, mais on a quelques références. Et il y a quand même pas mal de travaux sur le Wild West Show. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle en histoire donc la littérature secondaire, la bibliographie. Mais on est quand même aussi allé voir des archives, notamment ma collègue Tamara a eu l'occasion d'aller en Avignon parce qu'il y a des sources sur le passage du Wild West Show à Toulouse en Avignon. Donc elle est allée au Palais du Roure voir les archives là-bas, notamment la correspondance de Folco de Baroncelli. J'en dis pas trop sur lui tout de suite, mais on pourra y revenir puisqu'il a assisté au Wild West Show à Toulouse. Et sinon c'est beaucoup. Alors je suis allée aux archives municipales où c'était un tout petit peu décevant. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même 2 photos. Et c'est vrai qu'on ne leur montre pas d'image. Il n'y a pas d'image dans l'ouvrage, mais il y a 2 photos. Notamment, il y a une photo de 1905, des tipis sur la prairie des Filtres, donc c'est assez chouette, et aussi des installations on n'a pas beaucoup de photographies, on a des photographies d'autres endroits, notamment il y a beaucoup d'images sur Paris en fait, c'est quand même ça qui domine. Donc aux archives municipales, il y a aussi le bulletin municipal dans lequel il y a des restrictions de circulation déjà à l'époque pour l'arrivée du Wild West Show et quelques consignes, et puis donc beaucoup la presse qui a été d'ailleurs numérisée. Donc pour le coup en fait on pourrait écrire ce livre à distance, et d'ailleurs Tamara l'a fait puisqu'elle a écrit depuis la Californie, mais donc beaucoup de presse locale qui est mentionnée et beaucoup citée dans l'ouvrage. Vous l'avez donc, tu l'as dit, rédigé à 2. Vous êtes répartis le travail de manière préétablie, ou ça s'est organisé comment entre vous deux ? Oui, c'est vraiment, donc j'ai mentionné au tout départ quand tu m'as lancé sur pourquoi tu as décidé d'écrire, c'est vraiment en fait quand la dernière fois que j'ai fait un terrain un peu long en Californie, je l'ai revu, et en fait autour d'une bière, je lui ai dit parler de mon idée en fait d'écrire ce livre. Elle a été vraiment emballée, enthousiasmée, et on a décidé à ce moment-là de l'écrire à 2, et donc on a déjà fait un premier brainstorming à ce moment-là. Et puis après, on a beaucoup discuté de comment est-ce qu'on voulait organiser l'ouvrage, et effectivement on s'est répartis, alors pas les grandes parties, mais des sous-parties. Et puis après, on se relisait beaucoup mutuellement. Elle, en plus, elle a passé un an en sabbatique à Toulouse. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc sabbatique, c'est-à-dire qu'elle est enseignante donc en Californie, mais elle a passé un an ici à faire des recherches. Elle a un peu enseigné d'ailleurs dans notre licence et un peu en master. Et donc elle a aussi cet attachement à Toulouse qui explique pourquoi elle a contribué elle aussi à cet ouvrage. Ça lui permettait elle aussi en fait de réunir ces deux, sa ville d'adoption temporaire et puis son sujet d'étude.
Et donc, on s'est répartis. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a appris le français ici en venant passer un an, mais et elle a écrit en français, c'est parti. Mais c'est vrai qu'il y a aussi eu, voilà, de mon côté un peu de relecture et puis de ton côté aussi, après dire, voilà, un peu d'édition du texte. Et on s'en est parlé régulièrement et voilà, tout simplement. Mais donc, on n'a pas compartimenté. C'est vraiment, on est co-autrices toutes les deux du livre. Voilà, c'est votre œuvre voilà, commune. Exactement. Oui. Alors, maintenant, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu pour le public qui n'est pas très familier de l'histoire des États-Unis, dont je fais tout à fait partie. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur le contexte de la conquête de l'Ouest, qui est le support du show de Buffalo Bill. Là, l'arrivée de Buffalo Bill est en 1905. Tu as évoqué aussi un passage à la fin du 19e siècle déjà en France. Mais par rapport aux événements qui se déroulent dans l'Ouest et à cette conquête de l'Ouest, ça se situe combien de temps après, pendant, voilà. Pour beaucoup d'entre nous, je pense, c'est assez flou, d'autant plus que le western, notamment tous ces films qu'on a pu voir, sont d'une certaine manière complètement décontextualisés. Hein, c'est hors du temps pour la plupart d'entre nous. On est dans une histoire presque quasi légendaire, on va dire. Et donc, ces événements, ils se déroulent quand ? À quel moment ? Alors, on peut répondre assez précisément à ta question pour certains, et puis d'autres, c'est plus une époque. Donc, comme vous le savez, les États-Unis déclarent leur indépendance en 1776, et à ce moment-là, on peut dire que, en fait, la conquête de l'Ouest avait déjà commencé, puisque ou la conquête du Nord, puisque le Mexique les Espagnols avaient aussi conquis une partie de ce qui est aujourd'hui les États-Unis, mais par le sud. Mais bon, passons, on pourra revenir dessus. Mais en tout cas, la conquête de l'Ouest, en quelque sorte, avait déjà commencé au moment de l'indépendance. Mais en gros, les États-Unis, au moment de leur indépendance, allaient jusqu'au Mississippi. Et la conquête s'est faite au long du 19e siècle, en gros, pour schématiser, par des guerres contre les populations amérindiennes, par des acquisitions territoriales. Nous avons perdu la Louisiane française, nous l'avons vendue, donc, et par une guerre contre le Mexique en 1846-1848. Et donc, en termes d'acquisition territoriale, si on veut, voilà, ça c'est un peu les jalons. Mais ce qui est plus particulièrement montré en fait dans le Wild West Show, qui donc tourne entre 1889 et 1913. C'est des épisodes des guerres amérindiennes en gros et de l'Ouest sauvage comme Wild West qui se passe juste avant en fait juste après la guerre de sécession, donc qui a lieu entre 1861 et 1865. Donc ce qu'on appelle la fermeture de la frontière. Donc en 1892, le bureau du recensement annonce on ne peut plus dire qu'il y a une frontière parce qu'en fait avant, le bureau du recensement il traçait sur une carte la ligne de l'avancée de la conquête de l'Ouest. Alors c'était donc une sorte de ligne de peuplement, une ligne statistique entre les zones qui étaient peuplées à 2 habitants au mile carré et moins ou plus, quoi. Voilà, et en fait, en 1892, le bureau du recensement, à partir des chiffres du recensement de 1890, dit en fait on est incapable de tracer une ligne puisque en fait on a tout 2 habitants au mile carré, c'est pas non plus très dense, et l'Ouest continue de ne plus pas être très dense aujourd'hui, mais en tout cas voilà, il y a une sorte d'annonce du bureau du recensement que la frontière est fermée. Donc ça c'est 1892. Au même moment, un historien, Frederick Jackson Turner, en fait toute une conférence en fait. Et en plus, on est dans les commémorations des 400 ans de la découverte de l'Amérique. Et donc, on a tout un discours à ce moment-là, autour notamment de Frederick Jackson Turner, pour dire la frontière est terminée. Et c'est tout un épisode central dans notre identité américaine qui est en train de se refermer. Et donc, c'est à la fois une célébration et à la fois le début de quelque chose d'un peu nostalgique. Et c'est un motif qu'on retrouve d'ailleurs dans le Wild West Show, c'est-à-dire on est en train de célébrer quelque chose qui s'est terminé, qui est en train de se terminer et qu'il faut maintenir vivant.
Ça concerne notamment voilà, un des clous du spectacle du Wild West Show, qui est les populations amérindiennes, notamment les populations Lakota, Sioux, qui y participent et qui viennent tout juste, qui sont en train en fait de se faire massacrer en certains moments, ou en tout cas se faire mettre dans des réserves, etc. Donc en fait, ce qui est célébré, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Et ce qui explique que dans le show lui-même, il y a des acteurs au double sens du terme, c'est-à-dire des acteurs en représentation, mais qui sont aussi des gens qui ont agi sur le terrain. Sitting Bull, voilà, mais aussi évidemment Buffalo Bill lui-même. Mm-hmm. Donc c'est un personnage qui est presque, c'est presque un mythe, Buffalo Bill. Je crois que si aujourd'hui on fait un sondage dans la rue, c'est un nom qui, je pense, évoque vaguement quelque chose pour à peu près toute la population française, quel que soit l'âge, le sexe. C'est vraiment un nom qui est très marquant. Et donc, ce Buffalo Bill, qui est-il ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur lui, quand même ? Oui, c'est un de ces grands noms de l'Ouest. Vous en avez sans doute d'autres en tête, Calamity Jane, Billy the Kid, etc. Sauf qu'il y en a des... il y a toujours une part de réalité, une part de légende, et Buffalo Bill est vraiment dans ce cas, au sens où il a une histoire très liée à l'histoire de l'Ouest, mais qui a elle aussi été... faite en légende dès son vivant, et avant même d'ailleurs qu'il lance les Wild West Show. Ça, c'est une histoire qu'on retrace très rapidement dans le livre. Il est né en 1846. Il est né dans l'Iowa et dans une famille. Si vous avez vu, je sais pas, les petites maisons dans la prairie, vous avez en tête un peu ces pionniers. Donc c'est des familles en fait qui vont, alors parfois plus à l'ouest, ou bien qui se déplacent entre les États voisins de ces grandes plaines. Et notamment, cette famille se retrouve prise dans les conflits dans le Kansas qui précèdent la guerre de sécession, mais qui sont une sorte de répétition générale de la guerre de sécession. Donc, je ne donne pas les détails, mais il y a une concurrence entre partisans de l'esclavage et opposants à l'esclavage au sein du Kansas dans les années 1850. C'est un épisode qu'on appelle Bleeding Kansas. Et en fait, la famille de William Cody, puisque c'est son nom dans le civil, est prise là-dedans. Son père est anti-esclavagiste, et du coup, il est menacé, il est blessé, et même il finit par mourir. Et donc, il est pris vraiment dans cette histoire de l'Ouest que je racontais. Il doit travailler très tôt, et donc c'est là où il apprend à travailler avec le bétail. Oui, c'est vrai qu'un des contextes que j'ai pas encore donné, c'est que les années entre années 1860 et 1890, c'est des années aussi, les grandes années de ce qu'on appelle les cattle drive, donc c'est-à-dire de la conduite de bétail sur des grandes distances pour amener, dans un contexte d'urbanisation, d'amener en fait la viande dans les grandes villes. Et donc c'est les débuts aussi de l'industrie autour de la viande, etc. Et donc en fait les cow-boys qu'on voit dans Lucky Luke, dans les westerns, etc., c'est des personnes qui conduisent ces troupeaux sur des très grandes distances pour les amener au marché, en fait, entre autres. Mais donc lui, il est employé comme garçon de ferme très très jeune. Après, il est employé aussi comme dans l'armée comme éclaireur. Et en fait, finalement, il gagne son surnom en travaillant pour les chemins de fer, les compagnies de chemins de fer, notamment du Kansas. Et en fait, voilà aussi, vous en souviendrez peut-être avec les westerns et Lucky Luke, mais pour construire le chemin de fer, il faut entre autres se débarrasser des troupeaux de bisons, à la fois parce que les troupeaux de bisons empêchent la circulation des trains, c'est compliqué pour faire passer les rails, etc., mais aussi sont un moyen de non seulement de subsistance, mais enfin de vie, sont en osmose avec les populations amérindiennes. Et donc se débarrasser des bisons, c'est aussi disons affaiblir considérablement les sociétés amérindiennes. Et donc William Cody est engagé comme tueur de bisons pour la Kansas Pacific, et il gagne son surnom de Buffalo Bill, parce que Buffalo veut dire bison, donc, en tuant, enfin c'est un pari, il tue 68 bisons en 8 heures. Et donc c'est ainsi qu'il gagne son surnom de Buffalo Bill. Et en fait, cette vie qui est un peu une vie
précaire, pas très bien rémunérée, etc. En fait, elle va rencontrer à un moment la célébrité parce que on est justement à cette période d'intérêt pour ce qui se passe dans l'Ouest. On a toute une série de publications, voilà, déjà à l'époque, des petits romans feuilletons, des dime novels où voilà, ces personnages sont montés en épingle. Et finalement, long story short, comme on dit en anglais, je raccourcis un petit peu, mais sa vie finit par donc être racontée et même adaptée au théâtre. Et en fait, c'est aussi en voyant son personnage interprété au théâtre qu'il se dit, mais en fait, je voudrais bien m'interpréter moi-même et monter mon propre spectacle. Et donc, c'est comme ça qu'est lancé le Wild West Show. Il va être, comme Calamity Jane d'ailleurs, assez fort à romancer sa propre vie en réalité. Et notamment, il y a un numéro dans le Wild West Show autour de Custer et de sa charge contre les Indiens, et en fait, qui est une défaite de l'armée états-unienne. Et en fait, il va inventer un numéro auquel il n'a pas vraiment participé. Enfin, il va romancer un épisode où il rencontre... Non, c'était des Cheyennes d'ailleurs. Il va romancer un épisode où il aurait vengé Custer. Et en fait, c'est une mise en scène complète, mais qui va avoir beaucoup de succès sur scène. Et donc lui, en fait, dans le show, il est à la fois acteur, il est concepteur, on dirait, oui. Il est producteur aussi, ou il délègue ça Alors oui, il s'associe en fait, et notamment la tournée, la deuxième tournée, en fait il est associé pour toute l'organisation, et notamment cette énorme tournée européenne et française de 1905. Il va s'associer avec quelqu'un qui vient du cirque Bailey and Barnum, qui lui aussi organise des tournées. Il est venu, le Barnum, il est venu à Toulouse aussi en 1902, et je me sers un peu d'ailleurs de ces sources-là pour un peu parler de comment est-ce que sont vus les Américains à Toulouse à cette époque-là. Et donc, il s'associe effectivement notamment pour ces grandes tournées, pour l'organisation logistique. Enfin, c'est 16 bateaux qui traversent l'Atlantique, c'est 3 trains qui transportent tout ce petit monde. Parce que oui, on n'a pas encore parlé du spectacle en tant que tel, mais c'est des dimensions voilà, extravagantes et tout à fait qui font très américaines pour la France de l'époque. Oui, alors... J'allais te poser la question. Et ce show, alors, en quoi consiste-t-il? Est-ce que tu peux nous le présenter? En plus, je ne sais pas si tu as remarqué, Emmanuel. Oui, j'ai vu voilà, on nous a décoré la salle pour l'occasion, apparemment, semble-t-il, puisque voilà, nous avons exprès. Des chevaux. Exactement. Donc, c'est un spectacle de plein air. Donc, on n'est pas sous un chapiteau, on est vraiment en plein air. C'est une série de numéros. Alors, à la fois de démonstration d'adresse, notamment de tir, voilà, à la carabine, au pistolet, etc. Des spectacles avec les chevaux, effectivement, des démonstrations de l'assaut avec des troupeaux. On a aussi des épisodes, soit historique ou en tout cas inspiré de l'histoire de la conquête de l'Ouest, et donc je parlais de Custer notamment. On a aussi des sortes d'épisodes qui vont devenir un peu des incontournables du genre western, notamment l'attaque de la Diligence. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui est très relaté dans la presse, parce que Buffalo Bill a eu l'idée, et son équipe sans doute a eu l'idée d'embarquer les journalistes sur la Diligence pour se faire attaquer, et parfois même des dignitaires. Enfin, par exemple, quand il est passé en Angleterre, ils ont embarqué la reine Victoria dans la Diligence qui se faisait attaquer par les Indiens. Et donc ça, c'est vrai que c'est un épisode qui était très voilà, photogénique, très très bien à relater dans la presse. On a aussi des sortes d'intermèdes où les populations autochtones, notamment donc Sioux, Lakota, qui participent au spectacle, font des démonstrations de leur vie quotidienne ou du mode de vie dans l'Ouest. Et puis vont s'ajouter aussi au fur et à mesure du temps d'autres épisodes qui ont moins à voir avec la conquête de l'Ouest, mais qui vont être
réunis sous une forme d'exotisme et d'adresse à cheval notamment. Et donc là, c'est l'ensemble des Rough Riders, donc les chevaliers les cavaliers, pardon, pas chevaliers, cavaliers endurcis, qui sont liés à l'histoire pour le coup, pas tant de la conquête de l'Ouest, mais de la guerre, autour de l'indépendance de Cuba contre l'Espagne en 1898. Donc c'est un numéro plus tardif par définition, et en fait, il y a tout un jeu d'écho en fait entre le Wild West Show et la réalité, puisque en réalité, donc cette histoire de Rough Rider, elle est prise du Wild West Show, reprise par Roosevelt, etc. Et donc il y a tout un jeu d'écho entre le spectacle et la vraie vie. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois, c'est 16 bateaux, c'est 3 trains qui arrivent en gare de Raynal, donc qui est la gare de marchandises juste à côté de la gare Matabio. Et avec beaucoup de matériel, beaucoup d'animaux, donc de chevaux, de bovins, donc des acteurs qui sont aussi des acteurs de l'histoire de cette époque. Pas complètement mixte, mais on a quelques femmes, et notamment Annie Oakley qui fait beaucoup d'effets comme pour son adresse aux armes à feu. Et aussi un peu de musique. Ça commence et ça finit en musique avec à la fois des chants américains, en anglais, et puis parfois un peu il s'adapte à la couleur locale. Par rapport à ce qui pouvait être proposé à la même époque, on t'a parlé du cirque Barnum, ce spectacle-là, il est quand même très original, à la fois par son contenu et puis par sa démesure, non, par le nombre d'acteurs, de chevaux, etc. Oui, alors c'est l'ampleur, et ce qui est surtout vraiment mis en avant, c'est on a l'impression, alors c'est une impression bien sûr biaisée, qu'on a une sorte de transposition véritablement de l'Ouest américain en France, et ce que tous les journaux soulignent, et le dossier de presse évidemment aussi, qui est très important parce que beaucoup de journalistes s'inspirent très fort du dossier de presse pour écrire leurs articles, c'est le fait que on ait des Sioux, des acteurs Sioux qui soient là, et que ça ne se reproduira pas en réalité, et que c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer, parce que c'est pas on a vraiment une sorte de tableau historique qui n'est pas en maquette mais qui est en vrai, quoi. Et donc c'est une sorte c'est un peu l'ancêtre des spectacles historiques pédagogiques de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de biais qu'on peut montrer, c'est-à-dire qu'ils jouent une partie qui leur est donnée sur un récit national américain de la conquête de l'Ouest et de la disparition nécessaire des Indiens, etc. Donc il y a tout une version de l'histoire qui est présentée, mais on a l'impression d'assister à quelque chose de vrai. Et effectivement, on pourra reparler soit au moment des questions, soit un peu plus tard, de cette place des Amérindiens dans ce spectacle qui n'est pas évidente. Mais en tout cas, pour les spectateurs, oui, c'est une occasion très singulière, effectivement. Alors, tu disais, c'était une tournée considérable, énorme, avec de très gros moyens et une multitude de dates. Bon, ça suppose qu'il y a une réception quand même très, très positive, à la fois en Europe en général, en France et à Toulouse en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on sait de la manière dont le public perçoit ce spectacle-là ? Comment le voit-il ? Comment le perçoit-il ? Bon, globalement, il a beaucoup de succès. Bon, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais il a beaucoup de succès. Donc, à Toulouse, il fait 3 représentations, et elles ont beaucoup de succès. Et il y a aussi beaucoup d'attentes qui est créée. Ce qu'on voit dans la presse, c'est que il y a une sorte de décompte. Il y a des petites annonces dans le journal, et il y a un décompte, etc. Donc ça, c'est ce qui crée l'attente et c'est ce qui crée la réception. Donc globalement, la réception est très bonne. On a aussi quand même quelques indices que le public français, et notamment toulousain, à la fois est très curieux. Bon, on n'en a pas parlé encore beaucoup de Toulouse à l'époque, mais c'est une ville qui
apprécie beaucoup et très amatrice de spectacles équestres et taurins. Donc c'est une des choses qui peut les attirer plus particulièrement dans le Wild West Show, même si on est dans des codes complètement différents et même presque voilà, très choquant. C'est vraiment en décalage par rapport au spectacle auquel ils ont l'habitude, et enfin voilà, des aficionados, etc. de Toulouse de l'époque. On sait que cette démesure américaine a pu aussi rencontrer soit une forme d'ironie ou une forme d'agacement. Ça a été le cas en tout cas avec le cirque Barnum, pas de la part de toute la population, mais on a quelques traces de voilà, sur cette débauche de publicité, des affiches bariolées et ce grand bruit, cette grande place, etc. Ça choque un peu. C'est quelque chose qui est une sorte de démonstration j'allais dire la vulgarité de l'Amérique d'une certaine manière, et aussi un petit peu de bluff, c'est-à-dire l'idée que voilà, il y a beaucoup de battage dans la presse, on en fait beaucoup, et voilà, est-ce que c'est pas un peu du bluff américain encore qui se manifeste, est-ce que tu veux que j'en vienne tout de suite à la perception des Indiens ou... Oui, tu peux. Non, une des choses qui est assez étonnante, enfin je sais pas si c'est étonnant, mais en tout cas il y a à la fois, donc ce spectacle il est à la fois techniquement et par voilà, la prouesse technique qu'il représente, une démonstration du savoir-faire américain, et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on lit, c'est-à-dire oh là là, ils sont tellement bien organisés, il y a une description de comment est-ce qu'ils se rendent de la Garamattabio et qu'ils installent leur camp, et voilà, c'est quasiment militaire quoi, et c'est vraiment une sorte d'admiration de l'efficacité américaine, et c'est aussi une démonstration dans le fond quoi, dans ce qui est montré de la modernité américaine. On est aussi à une époque que ce soit en France ou aux États-Unis voilà, de conquête coloniale, de mission civilisatrice, et donc il y a ces échos-là qui sont présents aussi, de démonstration voilà, de la force et de l'efficacité et de la supériorité, alors, et on le voit même parfois en ces termes-là, de la race blanche, de l'Occident, etc., qui est une démonstration dans ce spectacle. Mais on a aussi des formes de réception un peu plus, disons, alternatives, enfin, c'est pas très français, mais des réceptions alternatives, au sens où, à Toulouse, et de la part de certains, on a une lecture alors d'intérêt pour les populations amérindiennes, mais plus que ça, d'identification. C'est-à-dire que notamment pour quelqu'un comme Folco de Baroncelli, qui est donc, on pourra revenir sur ce personnage, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué. Il n'est pas toulousain, mais il se considère comme occitan dans un sens très large de l'Occitanie, enfin assez large de l'Occitanie, donc de la Languedoc, quoi. Lui, il est plutôt camarguais, et il va être une des grandes figures une sorte de renaissance camarguaise autour des traditions, autour de l'élevage bovin et des chevaux justement. Et donc Folco de Baroncelli en fait il voit pour la première fois le Wild West Show à Paris, mais il vient le revoir dès qu'il le peut dans son Occitanie au sens large. Il vient à Toulouse le voir, et ça va être lui une des voix où il va dire en fait nous les Occitans, enfin en voyant le spectacle ça le frappe, nous les Occitans en fait on est comme les Indiens de la France. Et voilà, ça peut paraître un peu surprenant comme ça, mais il va vraiment en discuter avec. Donc, il va rencontrer notamment 3 des Sioux qui sont dans le spectacle, et notamment il se lie d'amitié avec Jacob White Eyes, et il y a aussi Iron Tail et Sam Lone Bear. Et en discutant avec eux, vraiment, ça va le frapper. Il a l'impression de relire à l'aune de leur histoire à eux, qui vient de se dérouler, de la conquête, etc. L'histoire, en fait, de la répression de l'Occitanie par la France. Et donc il va le 15 octobre 1905, suite à cette rencontre, composer toute ce qu'il appelle la Ballade rouge, et qui est un poème, les paroles d'une chanson qui raconte ça, qui disent ça très, très clairement, même si de manière très poétique. Et il le compose sur l'air de la danse des esprits, de la ghost dance qu'il a apprise auprès de ces acteurs amérindiens lors de cette balade le long de la Garonne. Et donc cette danse des esprits, c'était une des manifestations spirituelles d'une tentative de résistance
culturelle, spirituelle aux colons états-uniens, au colonialisme états-unien, et qui a été réprimé aux États-Unis. Donc, pour la petite histoire, l'histoire justement pour revenir sur cette présence amérindienne, Sitting Bull il n'était pas en France en 1905, mais il avait été arrêté justement pendant ce mouvement de la Ghost Dance, et il avait été libéré de prison seulement à condition qu'il joue dans le Wild West Show. Et donc on a il y a un lien assez fort finalement entre la manière dont Wild West Show représente cette conquête de l'Ouest et ce qui se passe au même moment dans cette répression de la résistance amérindienne aux États-Unis. Pour compléter ce que tu dis, c'est Folco de Baroncelli, il fait partie de ce qu'on appelle le Félibrige. Donc c'est ce mouvement de retour vers la langue qu'on n'appelait pas forcément l'occitan d'ailleurs à cette époque-là. Plutôt on parlait du provençal ou du gascon, et qui est un élément culturel important dans avec Mistral, etc., qui est très présent, et qui est un mouvement plutôt élitiste d'ailleurs. Hein, c'est pas un grand mouvement populaire. Là, et on le voit bien avec le personnage qui écrit des poèmes. Ce ne sont pas des chansons populaires. Hein, c'est une littérature qui est destinée à un public plutôt des élites. Et c'est d'autant plus surprenant qu'il y ait cette identification quand même avec ce qu'on appelait à l'époque les peaux rouges, quoi. Hein. C'est quand même c'est quelque chose d'assez troublant. Il y a d'ailleurs après des suites même qui prennent en Camargue. Même alors on s'éloigne un petit peu de Toulouse, mais quand même. Oui, je le mentionnais un tout petit peu tout à l'heure. Il va être vraiment inspiré en fait par le Wild West Show et sa correspondance aussi avec ultérieure avec ses amis indiens. Il obtient son nom indien sur les bords de la Garonne aussi, donc il est en quelque sorte totémisé le long de la Garonne, à Toulouse donc. Mais vous aurez son nom indien si vous lisez le livre. On voulait laisser quand même un petit peu de... On voulait pas tout spoiler. Mais en tout cas, il va être inspiré dans son renouveau des Guardians, etc. Et même, il va ensuite être un des acteurs du tournage de certains westerns, des premiers westerns en fait français, et même parmi les premiers westerns au monde, en Camargue, suite à cela. Donc, il va y avoir une suite un peu qui à distance de Toulouse, mais qui est un des effets de cette rencontre à Toulouse. Et je voulais peut-être revenir, si tu me permets, justement sur cette identification avec les proches. Donc, je pense que cette dimension de classe, elle est vraiment intéressante et importante, parce qu'on peut avoir cette idée que la réception de tout ce qui est américain est un peu vulgaire, et donc du coup plutôt classe populaire, et un peu dénigrée justement par les élites, et c'est ce qu'on voit un peu dans les journaux avec le Barnum. C'est vrai que le Wild West Show c'est un peu différent, notamment du fait de cette dimension historique, de reconstitution historique, et cette présence des populations amérindiennes, et où on l'a aussi donc alors on n'a pas de sources directes des autres félibriges, notamment ceux de Toulouse. Donc ça, je suis à la recherche de sources, si vous en trouvez, pourquoi pas. Mais en tout cas, lui, effectivement, a été emballé. Et sur l'identification aux peaux rouges, qui est un terme utilisé à l'époque, qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, et qui est considéré comme... insultant, en tout cas, ne l'utilisez pas aux États-Unis, c'est très, très mal vu. Cette identification, elle s'explique aussi par une longue histoire quand même de goût, d'intérêt, et pas d'identification, mais d'idée qu'il y a une relation spécifique des Français et de la France avec les populations amérindiennes, et ça vient de la présence française en Amérique du Nord. Donc j'ai fait allusion tout à l'heure à la Louisiane française, et donc la présence par la présence militaire, mais aussi des coureurs de bois, donc qui chassaient le castor. On a massacré tous les castors, presque tous les castors nord-américains, mais en tout cas cette chasse au castor impliquait d'avoir des relations avec les populations amérindiennes, et donc il y a
à la fois un imaginaire d'un lien particulier des populations amérindiennes et des populations françaises qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Je signale, c'est pas à Toulouse, mais il y a une exposition sur ces liens à Versailles qui va ouvrir le 23 novembre, donc au château de Versailles, sur un peu la mémoire et la longue durée en fait de cette relation. Donc en partie, c'est un peu mythique, c'est-à-dire qu'on mythifie le caractère particulièrement doux de la colonisation française, et ça sert aussi des intérêts coloniaux ultérieurs, de dire qu'on a une colonisation, les Français ont une colonisation plus douce, qui comprend mieux, etc. Enfin, la colonisation française, que ce soit au XXe siècle ou pendant la colonisation française en Amérique du Nord, a eu aussi ces épisodes sanglants et aussi une intention de domination, donc impérialiste, etc., et de supériorité, etc. Mais on a quand même tout un lien. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup développé par Gilles Havard, par exemple, que vous pouvez aller lire en complément. Et en fait qu'on retrouve aussi avec un certain nombre de visites qu'on appelait des exhibitions, et d'ailleurs le Wild West Show est aussi appelé une exhibition, et à distinguer un peu des zoos humains, mais en tout cas on a un certain nombre de représentants de populations amérindiennes qui sont venus en France, notamment à la Cour de France, dont certains d'ailleurs ont eu des mésaventures parce que en général c'était organisé par des gens qui voulaient un peu se faire de l'argent sur leur dos et qui parfois les laissaient tomber. Et c'est ce qui est arrivé à des Osages qui sont venus en 1825-27 en France, à Paris. Ils ont fait un peu une tournée, puis après on les a laissés tomber, il n'y avait plus d'argent, etc. Et donc c'est ainsi que notre région a aussi un lien avec ces populations amérindiennes, puisqu'ils ont été notamment recueillis par l'évêque de Montauban, qui avait été missionnaire dans leur région et donc qui avait déjà des liens, et donc il les a recueillis à Montauban. Il a fait une collecte à Montauban avec le maire de Montauban et une collecte à Toulouse avec le maire de Toulouse, et voilà, les Montalbanais et les Toulousains ont contribué pour payer pour le rapatriement de ces Osages en Amérique du Nord. Et donc depuis, je ne sais pas si vous avez été à Montauban, il n'y a pas seulement les tontons flingueurs à Montauban, il y a aussi le rond-point des Osages, et il y a pas un jumelage, mais il y a une association, voilà, qui essaye de renouveler d'entretenir ces liens entre la nation Osage et Montauban. Donc voilà, c'est aussi un lien de notre région. Et donc voilà, on a cet indianisme, ce qu'on appelle l'indianisme, c'est-à-dire ce goût des choses indiennes, et quelque chose qui est qui a sur la longue durée, qu'on constate aussi au long du XXe siècle et qu'on constate toujours aussi aujourd'hui. Et à l'époque, là, au début du XXe siècle, c'était entretenu aussi cette image par une littérature. On avait des médias qui contribuaient. Oui, alors bon, déjà au XIXe siècle, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est les romans de Fenimore Cooper quand même qui entretiennent énormément là, on est à distance par rapport à ce que je disais sur les liens avec la Louisiane française, mais on est dans une littérature qui est du pré-western en réalité, un peu comme le Wild West Show, et donc c'est de la littérature populaire d'aventure. Je ne sais pas si vous avez lu du Fenimore Cooper, mais voilà. Le dernier des Mohicans, avec le film. Oui, il y a le film aussi. Où les Français sont les méchants, il faut le rappeler. Oui, voilà, donc c'est pour dire que suivant le point de vue, les Français sont les gentils ou les méchants. Souvent, pour les États-Unis, les Français sont les méchants. Donc oui, c'est entretenu. Et puis tous ces passages, en fait, là j'en ai mentionné un, c'est celui des Osages, mais en fait on en a aussi plus tard dans le 19e siècle. Et à chaque fois, c'est très relayé par la presse, notamment la presse illustrée. Et donc on a des représentations même en images. Et donc il y a un effet aussi d'attente. Quand Buffalo Bill est venu à Paris en 1889, ça a été aussi relayé dans la presse, donc il y a un entretien aussi de cette image-là, en effet. Alors l'indianisme, c'est une version d'un attrait pour une forme d'exotisme, on va dire, de manière plus large, une forme d'altérité. Mais justement, tu as fait allusion tout à l'heure, on est au début du XXe siècle, enfin en pleine période de développement colonial. Comment on peut articuler justement les succès de Buffalo Bill avec ce contexte colonial. Tu as évoqué, il me semble que tu as utilisé le terme d'exhibition des zoos humains. Voilà, est-ce que c'est quelque chose de comparable? En quoi est-ce vraiment différent? Oui, alors c'est
c'est comparable jusqu'à un certain point, au sens où il y a une forme, ce qu'on appelle, le terme technique en anglais, c'est agency, une forme de volonté encadrée, disons, de la présence de ces Amérindiens qui sont aussi, et ils en ont témoigné, heureux d'être là pour justement montrer qu'ils existent, montrer qu'ils sont un peuple, montrer leur histoire, leurs coutumes, etc. Ils disent d'ailleurs, on a des sources qui disent que ce qu'ils préfèrent, eux, c'est justement cette démonstration-là plutôt que les épisodes de western où ils jouent les méchants, qu'ils aiment bien justement. Et en fait, à côté du spectacle qui a lieu donc en plein air, on peut aussi aller leur rendre visite et leur parler, etc. Et donc il y a des échanges, c'est-à-dire que c'est pas juste le regard dans une direction, même si, enfin voilà, ça y ressemble. Encore une fois, il y a une porosité entre ça, mais en tout cas eux l'utilisent aussi comme une possibilité de parler à la presse, de parler au public et de donner leur propre version de leur histoire et de la manière dont ils voient les choses. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Sitting Bull n'a pas nécessairement pu participer aux autres tournées, c'est qu'en fait il en profitait pour en faire une tribune pour parler de ce qui leur arrive et dénoncer le colonialisme états-unien, et ce qui n'a pas plu à tout le monde. Donc je dirais qu'on est dans quelque chose qui ressemble et qui a une parenté, mais qui est un peu retourné dans ce cas-là par le dispositif qui permet une forme de rôle actif, disons, de ces Amérindiens. Mais effectivement, on est dans on est quand même dans cette période-là, et on le voit dans l'évolution des discours. Autant dans la tournée de 1889, on avait un certain nombre de discours sur le fait que quand même les États-Unis, ce qu'ils font aux Amérindiens, c'est pas bien, au nom des droits de l'homme, etc. On a beaucoup moins ces discours-là en 1905. Ça s'explique aussi par le fait que c'est un peu plus reculé dans le passé, c'est-à-dire que il se passe toujours des choses dans les réserves, et la condition amérindienne n'est est toujours pas florissante en 1905, mais on est un peu plus à distance historiquement d'épisodes comme Wounded Knee par exemple, et donc c'est moins présent dans les esprits, mais on pense en tout cas avec Tamara que c'est aussi un esprit du temps qui est quand même un peu plus colonialiste en France. Alors on ne peut pas unifier toute une opinion publique française, toulousaine, sous un seul tenant, mais en tout cas ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a un petit peu moins ces discours-là de dénonciation et un peu plus de célébration de la modernité, même si parfois un peu agacé. À propos d'agentivité, je me permets de rajouter une petite anecdote. Il se trouve qu'il y a 2-3 jours, je suis tombée sur un documentaire sur les Indiens à Hollywood, et un des intervenants expliquait, et on montrait, on entendait que les acteurs donc amérindiens qui jouaient les rôles des peaux rouges, avec des guillemets, dans les films, par moments parlaient dans leur langue. Alors, je sais pas, là c'était des Sioux, je crois, vraiment, parlaient dans leur langue, qui n'était pas comprise évidemment des autres, et ils étaient censés dire un certain nombre de choses, et donc il y avait un sous-titrage pour dire... je sais pas, ils étaient en train de négocier, un truc ça. Et en fait, les acteurs profitaient de ce que les autres ne comprenaient pas, et ils ne disaient pas du tout ce qu'ils étaient censés dire, et en fait, ils sont en train d'insulter. Alors, on voyait les deux sous-titrages. Le sous-titrage officiel, c'était oui, d'accord, grand chef, on va faire ci, on va faire ça. Et puis le sous-titrage réel, c'était mes serpents de merde. Il n'en est pas question. Enfin, les insultes revenaient constamment. Donc voilà. Donc ça montre aussi qu'il y avait une forme d'agentivité. Alors je ne sais pas si les Indiens qui jouaient, les Amérindiens qui jouaient dans le spectacle de Buffalo Bill aussi dans leur langue insultaient les autres acteurs. Mais voilà, c'était un exemple d'agentivité qui n'a été découverte par le reste de Hollywood que beaucoup plus récemment. Alors pour terminer et revenir peut-être à Toulouse, est-ce que après cet épisode donc fantastique,
il y a eu de nouvelles tournées de Buffalo Bill ou d'autres spectacles de même type qui sont produits par la suite. Donc il est pas revenu, il n'y a pas eu de nouvelle tournée européenne. En fait, la tournée a continué après 1905 jusqu'en 1906 et après il est pas revenu et et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ça a été plutôt oublié quand on regarde quand Buffalo Bill continue d'être un peu mentionné dans la presse et notamment à un moment on croit qu'il est mort, en fait c'est un autre qui se fait aussi appeler Buffalo Bill qui est mort et donc il y a une mise au point de la part de la presse, mais il n'y a aucun rappel qu'il est passé à Toulouse, donc ça laisse entendre quand même que bon, la mémoire n'est pas complètement restée. Il y a aussi eu d'autres avatars. En fait, il a été imité puisque ça a eu quand même du succès et on a capitalisé sur la bonne idée. Et donc, il y a eu d'autres. Il y a le Cirque Bouglione qui a récupéré des affiches des tournées précédentes. Ils sont tombés sur une cache d'affiches et d'attirails. Et donc, ils les ont utilisées pour tourner. Et du coup, il y a eu confusion. Mais voilà, ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui a non plus. Étonnant, je sais pas, mais en tout cas intéressant que ça soit pas resté complètement dans les mémoires. On continue de parler de lui parce que on sait que c'est quelqu'un qui intéresse, mais on rappelle pas particulièrement son passage à Toulouse. Peut-être que là, le cinéma, par contre, qui prend son essor, voilà, et où on voit développer des westerns muets, peut-être est venu remplacer, en fait. Oui, et c'est ce qu'on voit, pour Buffalo Bill, et puis même d'une manière générale sur le spectacle vivant, en fait, on sent qu'il y a cet effet un peu d'éviction. Et c'est vrai qu'après, sur la transposition du vrai, comme le Buffalo Bill et ses vrais Indiens et ses vrais chevaux, etc., et ses vrais cow-boys ne reviennent plus, ce qui peut le remplacer, effectivement, c'est le cinéma qui donne cette impression de réel, même si là encore, c'est une représentation. Et donc, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit en France ou aux États-Unis, le Wild West Show va être une des matrices de ce genre western, en fait, avec, comme je le disais, un certain nombre de numéros qui vont être repris et adaptés très rapidement, et puis avec ces évolutions qu'on sait depuis les westerns les plus classiques jusqu'au western spaghetti ou l'évolution de western plus sombre, etc. Donc ça, c'est une grande postérité du Wild West Show, c'est le western, absolument. J'ai oublié tout à l'heure de poser la question quand on parlait justement du show. Quand tu parlais des spectacles de chevaux, est-ce qu'il y avait des sortes d'exercices, enfin, des preuves qui ressemblent à ce qu'on appelle aujourd'hui le rodéo, où il faut dresser des chevaux sauvages, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, on avait des numéros un peu de ce type, alors pas autant codifié, pas exactement sous la forme qu'on trouve actuellement, qui d'ailleurs est assez kaléidoscopique en fait, mais oui, on avait ce genre de démonstration de ce que c'est que le travail de l'élevage dans les grandes plaines, etc. Oui. Emmanuel, je te remercie beaucoup, mais je pense que il serait temps que la parole soit à la salle et que vous posiez vos questions à Emmanuel. Merci beaucoup. On est en pleine période de ségrégation raciale aux États-Unis. C'est l'essor, donc après la guerre civile, la fin de l'esclavage, la ségrégation raciale revient en force. Et est-ce qu'on a quelque chose qui indique comment les différents groupes, parce qu'il y a des cowboys blancs, il y a des indiens, je ne sais pas s'il y avait des Noirs, parce qu'il y a eu des Noirs cowboys aux États-Unis, donc, mais toujours un peu marginalisés. Est-ce qu'on a quelque chose qui permettrait de voir comment tout ce monde vivait ensemble Donc oui, alors excellente question, merci Jack. Et en effet, pour rappel, donc on parlait un peu d'élevage, etc. En effet, les cow-boys tels qu'on les voit dans les westerns correspondent assez loin, enfin sont assez loin de la réalité, puisque c'était ils avaient certes des grandes responsabilités puisqu'il s'agissait de conduire les troupeaux sur des très grandes distances, et donc ils avaient en main des petites fortunes, mais en général c'était donc des garçons vachés,
pas vraiment de femmes. Et donc c'était des Noirs ou même des Indiens qui faisaient ce travail-là. Et donc ça s'est pas du tout reflété. Donc, tu parlais des Indiens à Hollywood, c'est pas du tout reflété dans le genre western. Un peu plus aujourd'hui, mais cette réalité-là et cette héroïsation du cow-boy comme une figure du pionnier de l'Ouest américain est tout à fait une transformation, quoi. En tout cas, c'est une bonne question sur la troupe, effectivement, comme c'était un très grand nombre. Je crois que oui, on sait qu'il y avait un peu des conflits. Je crois pas qu'il y ait de j'ai pas vu, mais c'est une bonne question. Il faudrait que je re-regarde de ségrégation, tu vois, des wagons du train ou sur le camp. Je pense qu'il y avait différents secteurs du camp, mais c'est une très bonne question. Je regarderai un peu plus précisément, mais là, je peux pas te répondre plus précisément. Mais en tout cas, pendant la tournée européenne, je pense que c'était aussi un espace. Je l'ai vu, comme je l'ai dit un petit peu, pour ces acteurs amérindiens, c'était une manière pour eux. Donc c'est très ambigu cette participation des Lakota à ce moment-là, en 1905, un peu moins qu'en 1889, encore une fois, mais quand même, c'est un peu ambigu. Et en fait, ça leur offrait malgré tout un espace d'expression plus riche et de possibilités de vie un peu moins encadrée que sur les réserves, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose dont il est pas mal question. Mais sur la présence noire et la ségrégation, j'ai pas vu de choses. Bon, c'était plutôt, pas des sudistes, mais je re-regarderai. Merci pour la question. Oui, alors pour revenir sur ces interactions, moi, la question que je me posais, c'est combien d'interprètes pour tout ça, parce que toutes ces personnes-là ne parlent pas la même langue, et donc comment on interagit. Donc ça veut dire, avec la troupe qui se déplace, il y a des interprètes spécifiques pour l'anglais, le français, les Sioux. Ici, il y a différentes populations amérindiennes, eux-mêmes peut-être ne parlent pas la même langue. Donc comment ça se passe? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était, puisque tu parlais de l'agency des Amérindiens, évidemment, on se pose la question aussi très difficile du point de vue animal, mais ces animaux, donc on a déplacé contre leur gré ces chevaux, ces bovins qu'on fait traverser sur des bateaux. On sait que les chevaux, ils aiment pas trop ça, les bateaux, et enfin, je suppose que les bovins non plus d'ailleurs. Et après, voilà, sur le rail, etc. Combien aussi sont peut-être morts, ou dans quelle mesure on fait appel aux bovins locaux en se disant bon on a aussi besoin, là on va devoir avoir des chevaux en plus. Donc est-ce que à Toulouse vous pouvez nous fournir des chevaux, enfin voilà, c'était la question. Et est-ce que donc ces animaux, des différents continents se rencontrent? Alors ça, on ne sait pas ce qui se passe évidemment, mais voilà, essayer de voir aussi cet aspect-là de l'histoire. Merci. Donc oui, effectivement, il y a plein de personnel, et c'est très bien organisé. Entre eux, ils parlent anglais, donc ça va. Et ils ont potentiellement des interprètes, mais globalement, la troupe elle-même a l'habitude de fonctionner ensemble, donc ça, c'est pas un souci. Et c'est après, dans l'accueil dans les villes, etc., où les Français n'étant pas très anglophones à l'époque, ce qui est très différent aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a eu besoin d'interprètes. Et j'en viens à ta question sur les animaux. Donc, on n'a pas beaucoup de détails, tu l'imagines, sur le point de vue animal, mais il y a une des réponses à ta question qui va te faire plaisir sans doute, puisque, alors malheureusement, effectivement, on a quelques chevaux qui sont tombés malades pendant la tournée, qui ont attrapé la morve. Et en fait, une partie donc ils ont dû quitter la troupe, mais ils ont été remplacés par des chevaux du Gers, figure-toi. Et donc on a des chevaux du Gers qui ont cohabité avec des chevaux américains. Il y a certains chevaux américains qui ont dû rester à Toulouse parce on soupçonnait qu'ils étaient malades, il fallait les surveiller, etc. Donc ils sont restés à Toulouse. Je n'ai pas de détails sur leur postérité, mais voilà, potentiellement, on a des descendants de chevaux américains à Toulouse suite à cet épisode. Et donc oui, on a des exemples de chevaux ou de bovins qui ne coopèrent pas complètement avec le spectacle et qu'il faut un peu malmener. Mais bon, c'est le boulot des cow-boys, donc finalement ils les conduisent, etc. Mais effectivement, je manque d'éléments, mais c'est clair que c'était pas rien en fait de transporter tout ce monde par bateau, effectivement, et puis ensuite, puisque en plus la tournée passait par l'Angleterre, donc ils ont dû prendre deux
2 fois le bateau à l'aller et peut-être qu'une fois au retour. Je pense pas qu'ils soient repartis passer en Angleterre ensuite. Donc voilà, effectivement. J'ai une question d'économiste. Ça doit coûter une fortune de déplacer comme ça, avec 3 trains, une telle troupe. Comment est-ce que c'est possible d'équilibrer les comptes d'une tournée en 3 jours à Toulouse, enfin voilà, et puis on repart après? Oui, ils vendent les billets. Enfin, c'est des spectacles de plein air qui accueillent des milliers de spectateurs et ils vendent des billets. Et ils ont 2 représentations par jour en fait. Et ils vendent les billets. Alors j'ai oublié les prix, je suis désolée. Moi, je suis pas très économiste et donc j'ai pas ces chiffres en tête. Je sais que d'autres, les chiffres surgiraient, mais je pense que je les mentionne, mais c'est même pas. Enfin, mais en tout cas. J'ai pas complètement, c'est vrai que j'ai pas focalisé mon livre sur le modèle économique, mais j'ai l'impression que Bailey avec qui s'est associé pour faire la tournée, en fait, il y a quand même une dimension économique, c'est qu'il venait de vivre un divorce et donc je pense qu'il considérait cette tournée européenne comme une manière à la fois de s'éloigner des États-Unis où il avait un peu fait scandale et aussi pour essayer de rentrer dans ses frais. Après, j'ai pas étudié les comptes. En tout cas, j'ai l'impression que l'idée de cette tournée, c'était. Mais c'est vrai que, ça va faire 120 villes, notamment. Donc à Toulouse, avoir les milliers de spectateurs pour les 3 jours, voilà, ça paraissait possible. Il restait pas 3 jours à Montauban, par exemple. À Montauban, c'était une nuit, une journée. Et en plus, c'était pas forcément en week-end, donc. La question de pouvoir mobiliser des spectateurs qui travaillent potentiellement, etc. Donc effectivement, c'était une entreprise un peu risquée, qui capitalisait quand même sur sa réputation, sur le fait que il était connu. Et puis je pense, d'où l'intérêt de voir dans ce battage dans la presse pour dire voilà, il vient. Donc il se payait de la publicité aussi dans son modèle économique. Donc il y a une question sous-jacente. Est-ce que c'est pas l'État américain qui fait déjà du soft power? Alors je pense pas qu'il y avait des subventions de l'État fédéral au Wild West Show, mais après, d'autant que l'État fédéral à cette époque-là n'est pas l'État fédéral qu'on connaît actuellement, qui était beaucoup moins. Son budget était moins massif, mais c'est une bonne question. Je regarderai, mais je pense pas. Mais après que ce soit une forme de soft power, oui, mais que ça passe par un financement, je crois pas. Mais je sais pas. Oui, bonjour. J'ai une question. Je me rends pas bien compte du nombre de spectacles en plein air qu'il y avait à cette époque-là. Vous parliez de Bouglione, mais je me rends pas compte non plus de l'ampleur. Est-ce que c'était beaucoup plus petit? Est-ce que c'était des choses grandes? Est-ce qu'il y avait toute une tradition de cirque à l'époque qui circulait en France? Oui, alors en fait, Buffalo Bill, il insiste sur le fait que c'est pas un cirque, et notamment le fait que ce soit en plein air et pas sous un chapiteau. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose auquel il tient et qui est aussi souligné dans la presse. C'est-à-dire que c'est pas le spectacle de chapiteau, c'est vraiment à la fois par son ampleur et par le fait que on a quelque chose qui est en plein air. Alors il y avait d'autres spectacles de plein air, ne serait-ce que les courses équestres, certains spectacles. Mais là c'est plus par son ampleur. Et effectivement ça a une parenté avec le cirque au sens où on a une série de numéros qui s'enchaînent avec des entr'actes, etc. Mais le contraste c'est sur la masse du public et la masse des acteurs et animaux en présence qui font effectivement un effet de masse. Mais effectivement, on est avant le cinéma, et donc c'est aussi des spectacles de masse de l'époque. C'est ce type de spectacle. Voilà. Oui, alors succès toujours. D'abord, remarquez que nous sommes presque une cinquantaine. Donc, est-ce qu'il faut l'attribuer à l'indianisme, au succès de la collection ou au pérez-tisserandisme qui est en train de naître? Mais remarquez en tout cas, parce que pour un samedi 11h, c'est formidable. Et donc, remercier les organisateurs d'avoir su faire ce qu'il fallait pour qu'on soit si nombreux. Moi, j'ai 2 questions. La première est un rebond de ce qui a déjà été dit sur les Indiens. On voit bien pourquoi Sitting Bull a participé. Il est forcé pour sortir de prison. Pour cette seconde génération, c'est quand même une seconde génération d'acteurs indiens, est-ce qu'il y a, outre le fait de venir dire ce qui se passe d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il y a eu d'autres motivations au départ? Et pour revenir aussi sur la question de la ségrégation, est-ce qu'il y a une façon différente de les payer?
Est-ce qu'on le sait ça? Est-ce que les Indiens étaient payés différemment? Et puis moi j'ai une autre question, le Wild West Show, qu'est-ce qu'il y a de wild dans ce Wild West Show? Et est-ce que c'est une construction de wilderness qui est évidemment beaucoup plus chaud, ça on le voit bien, mais quand même, avec quelle idée de l'Amérique sauvage est-ce qu'il se déplace? Voilà mes deux questions. Merci. Ouais, des super questions, merci. Pour les acteurs amérindiens, je le disais un peu tout à l'heure, c'est vrai que on est dans un contexte assez dur et assez pessimiste en quelque sorte pour les Amérindiens à cette époque-là. On est un peu dans l'après-guerres indiennes, après la répression, on est dans le contexte des réserves, et donc il y a une pauvreté, beaucoup de difficultés à vivre. C'est l'époque de il faut tuer l'Indien pour sauver l'homme, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de... C'est l'époque des pensionnats aussi, donc pour faire vivre en fait ces traditions, cette culture, cette histoire amérindienne, on a beaucoup de difficultés à le faire dans les réserves, où les conditions de vie sont déplorables. Et en quelque sorte, on peut se dire, en tout cas c'est ce que dit la littérature historique à ce sujet, que c'était une manière d'échapper à ça et de faire une sorte de conservatoire, même si c'était dans le cadre d'un spectacle, d'un récit qui montrait un versant de l'histoire, et notamment le triomphe des États-Unis sur les populations amérindiennes. Donc c'était très ambigu, mais il pouvait y avoir cette motivation-là, une autre étant effectivement celle de Sitting Bull, et des formes de coopération effectivement avec les autorités, avec le colon. Donc effectivement, disons que pour revenir à la question d'avant, là, sur le modèle économique et la place de l'État fédéral, effectivement, il y a cette coopération-là avec l'État fédéral dans le cadre où Buffalo Bill a négocié avec l'État fédéral pour obtenir certains de ces acteurs amérindiens et leur libération. Sur la paie, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des choses qui sont effectivement connues. Je veux pas te dire de bêtises là parce que je les ai plus en tête. Mais je crois que ils étaient rémunérés de la même manière, ils étaient valorisés. Mais je veux pas te dire de bêtises là sans avoir les éléments. Et sur la wilderness, oui, excellente question, parce que c'est vraiment quelque chose qui est central dans ce mythe de la frontière, cette idée de sauvagerie et du coup, je parlais de la mission civilisatrice tout à l'heure par rapport à la légitimation de la colonisation. On est aussi à la fois là-dedans pour l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire l'arrivée de la civilisation qui légitime et qui justifie et qui est ce sens de l'histoire, et en même temps cette nostalgie, et ce que je disais tout à l'heure le mythe de la frontière, c'est certes on amène la civilisation, mais en fait cette confrontation spécifique, entre guillemets, en tout cas construite comme telle par cet historien Turner, de la rencontre avec cet espace sauvage, fait de ce colon qui descend des Européens un véritable Américain en se confrontant avec cette sauvagerie. Et donc c'est dans cette confrontation, dans ce combat-là, c'est quelque chose qui a été étudié par exemple par l'anthropologue Frédéric Sommade, cette espèce d'ambiguïté en fait, où à la fois on célèbre la sauvagerie tout en célébrant aussi la victoire sur la sauvagerie. Et comme tu le disais, wilderness, c'est à la fois le côté sauvage et c'est à la fois le côté peut-être désert et vierge, et donc mise des Amérindiens et des populations qui occupaient ce territoire un peu dans le décor et dans l'inscription dans la nature. Donc c'est une vision de la nature aussi un peu particulière. Et en fait, ce qui est montré dans le Wild West Show, c'est des formes de violence. On a dit il y a des armes à feu, il y a des interactions spectaculaires, mais aussi un peu violentes avec le bétail. Il y a tous ces éléments un peu de la violence qui va être aussi importante dans le genre western. Et donc ça, c'est aussi ce caractère sauvage, mais ce qu'on montre aussi, c'est un processus de domestication, en quelque sorte. Donc c'est une sauvagerie qui est en train d'être domestiquée, mais montrer la sauvagerie, c'est aussi montrer l'héroïsme et le courage des acteurs, etc. Donc c'est très riche, effectivement, dans cette sémantique du wild, effectivement. Moi, j'aurais une petite question. J'ai eu la possibilité, la chance de passer quelques années d'école primaire en Iowa, l'état dont vient Buffalo Bill. Et j'ai souvenir qu'à l'école, c'était vraiment un héros.
C'est-à-dire, alors, quelque part entre peut-être Lincoln et le capitaine Crochet, quoi, donc complètement fantasmatique. Mais pour les gamins, ça faisait partie des héros populaires. Quelle est la mémoire de Buffalo Bill aux États-Unis à l'heure actuelle ? Ça dépend vraiment des populations, quoi. C'est vrai que moi je connais pas du tout l'Iowa pour le coup, mais ça m'étonne pas que ce soit un héros. Il a aussi à Cody, il y a un musée Buffalo Bill avec des archives Buffalo Bill on parlait des sources tout à l'heure. J'ai aussi contacté le musée Cody là-bas pour qu'ils nous donnent accès à leurs collections qui sont aussi pas mal numérisées sur la tournée en France. Et donc comme beaucoup d'éléments de l'histoire, ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire que d'un certain côté, il est pas vu même par les populations amérindiennes nécessairement. Enfin, et ça encore une fois, c'est mettre dans un grand sac parce que là, il avait surtout des Lakota et des Sioux, et vous savez sans doute que voilà, les populations amérindiennes sont extrêmement variées, diverses, et ont des modes de vie. Enfin bref, sont très 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 variés. Je pense qu'il a il y a une mémoire ambiguë au sens où effectivement, il peut être vu comme quelqu'un qui a exploité les Amérindiens, etc., qui les a présentés au sein de son spectacle comme éternellement vaincus. Ils sont vaincus 2 fois par jour pendant toute la tournée, quoi. Donc c'est un peu lourd à porter, et à la fois comme quelqu'un qui les faisait travailler, coopérait avec eux, les a intégrés dans sa troupe, les honorait aussi d'une certaine manière. Donc il y a cette mémoire ambiguë, donc qui va un peu de la célébration du héros, notamment dans les lieux où il a été particulièrement important, jusqu'à des formes plus de contestation et de remise en cause. Mais comme en fait, il y a aussi, il fait partie de cette longue histoire de la représentation des Amérindiens dans les spectacles populaires de masse, Fenimore Cooper jusqu'au western. Et comme tu disais tout à l'heure sur les Indiens à Hollywood, il y a eu une grosse au moment du mouvement pour les droits civiques amérindiens. C'est quelque chose qui a été fortement contesté. Vous vous souvenez peut-être de la scène des Oscars avec Marlon Brando qui a eu des retournements aussi récents, mais en tout cas, il fait aussi partie de cette longue histoire-là, un peu complexe, mais peut-être pas aussi franchement que d'autres. Enfin, c'est pas Custer, effectivement. Non, c'est pas un tueur d'Indiens. C'est un tueur de bisons, mais pas un tueur d'Indiens, absolument. Mais il se présente quand même comme un vengeur de tueurs d'Indiens. Mais c'est pas un tueur d'Indiens. Et on va vous remercier Emmanuel pour cette présentation. Merci. 1905, Buffalo Bill et son Wild West Show sur la prairie des filtres, coécrit par Tamara Venit-Shelton et Emmanuel Pérez-Tisserand, est paru aux éditions Midi-Pyrénéennes. Emmanuel Pérez-Tisserand avait fait paraître notamment en 2023 aux presses universitaires de Rennes Nuestra California, une histoire politique de la Californie mexicaine de Zorro à la ruée vers l'or. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le samedi 8 novembre 2025, réalisation et mise en onde Radio avec la collaboration de Radio Plus et Radio Terre.